Et nous sommes ce matin avec deux invités que je vais présenter très rapidement. Nous sommes à droite avec Ali Selhani qui est DG de Jesper Service, un cabinet de recrutement. Et nous sommes avec Dina Hello qui est coach holistique et qui est spécialiste en santé mentale. Et ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Nous parlons des conditions de travail qui peuvent amener les uns et les autres et un grand nombre de salariés, et mine de rien, à ce qu'ils soient sur le qui-vive et peut-être, qui sait, à ce qu'à un moment ou à un autre, effectivement, qu'ils expérimentent dans leur chair parfois l'impossibilité de faire quoi que ce soit, d'avoir le sentiment d'avoir brûlé toute leur énergie vitale, de sorte à ce qu'on ait pu entendre dans de précédentes émissions des exemples d'auditeurs ou même de patients, parce qu'on a eu des psychologues à ce sujet, de salariés effectivement qui en se réveillant ne trouvaient pas l'énergie de bouger le petit doigt. Et ça peut paraître étonnant, mais ce sont des choses qui sont observées et observables. Et Dina Hello, en ce sens, vous avez pu renseigner cet aspect-là de la connaissance en ce qui concerne la vie de l'entreprise et des salariés qui contribuent à cet effort-là. Alors, avec des chiffres et avec des graphiques. Alors, s'il fallait peut-être pour débuter, parce que tout a un commencement, il s'agit peut-être pour débuter notre émission de faire un premier état des lieux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Badr. Après cette longue introduction. Oui, Dina Hello. Dites-moi. Alors, quand on a fait une étude, il y a un état des lieux qu'il s'agit de partager avec ceux qui nous écoutent. Il y a eu des articles, à vrai dire, sur cette fameuse étude qui a été extrêmement relayée. Alors, je voudrais qu'on essaie de retenir les points saillants, peut-être les points qui renseignent le plus, effectivement, ceux qui nous écoutent par rapport à ce qu'il en est de l'observation qu'on peut faire du burn-out dans l'entreprise. Alors, les chiffres ne sont pas fameux, tout simplement. Alors, d'abord, peut-être le contexte dans lequel j'ai lancé cette étude, c'est dans mon accompagnement en individuel et dans les entreprises, j'ai remarqué que lorsque je posais la question suivante aux gens, comment vous vous sentez? Une question toute simple. Oui. Est-ce que vous vous sentez en forme? Comment vous réveillez le matin? Et tout le monde trouvait que c'était normal de se réveiller fatigué le matin parce que nous sommes... Oui, c'est normal. C'est devenu une banalité, une normalité, que d'avoir des douleurs, que d'être fatigué, que d'avoir des petits problèmes de santé, etc. Et donc, le contexte, c'est... J'ai vraiment besoin de faire quelque chose sur ce sujet parce donc, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur, oui. Voilà. Donc, pour moi, ça a été le déclencheur. Il y a beaucoup de monde qui, lorsqu'on leur pose la question de savoir comment ils vont, est-ce qu'ils se réveillent fatigués ou non, bon, l'occurrence des réponses positives à cette question est tellement importante qu'on se dit, creusons de ce côté. Voilà, absolument. Et donc surtout que les gens que j'accompagnais, la plupart d'entre eux étaient en pré-burnout ou alors en burn-out sans le savoir. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Merci pour la réponse avant de vous donner la question. Ah oui. Ali Selhani, il vient avec ses réponses, mais il vient aussi avec ses questions. Oui, j'ai mes questions, mais là, la réponse sont plus de monde. Mais oui, faut... Bon, sans le savoir. Sans le savoir. La plupart des gens sont en pré-burnout ou en burnout parfois, mais vraiment pré-burnout. On appelle ça la marmotte qui... Oui. La marmite qui... La marmite, oui. Voilà, oui. qui... La marmotte, oui, c'est un animal. Mais c'est la... mais c'est vrai. Ah oui. Bon, il y a des réveils plus doux que ceux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est vrai qu'il y a un état préliminaire avant effectivement d'être excédé ou disons de franchir un certain seuil. Voilà, avant de franchir le seuil, il y a des signaux d'alarme. Et des signaux d'alarme que l'on banalise, que l'on trouve normaux. Parce que c'est la vie, c'est le stress, c'est la façon de travailler, c'est notre mode de vie, c'est normal. Donc là, il y a vraiment un problème. Et donc, ça a été le déclencheur pour moi. Sans réfléchir, j'ai commencé à faire ces questions. Il n'y avait pas de ChatGPT. Enfin, je l'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire sans ChatGPT. J'ai juste posé les questions parce que dans mon cerveau, j'étais en train de me dire, il faut former les gens à prévenir le burn-out et aussi les coachs. Il y a beaucoup d'exécutifs coachs qui accompagnent les entrepreneurs ou les décideurs. Comment vous pouvez accompagner quelqu'un si vous ne savez pas qu'il va d'abord bien, qui est la base. Notre santé, c'est notre capital humain. Donc, je me suis dit, je vais former... Moi, je suis dans la transmission. Mon premier job, c'était prof à l'université aux États-Unis. Donc, j'ai créé ça parce que, pour moi, c'était important de
de former les accompagnateurs, donc les gens qui accompagnent l'humain, et les RH à prévenir ce genre de Mais la difficulté d'Ina Hello est la suivante. On peut se réveiller fatigué. Et les raisons pour lesquelles on peut se réveiller fatigué, c'est peut-être parce qu'on a dîné juste avant de dormir, c'est peut-être parce qu'on a une très mauvaise hygiène de vie, c'est peut-être parce qu'on a des problèmes par ailleurs en dehors du travail. Les raisons sont extrêmement nombreuses. Et ce qui m'interpelle dans la façon que j'ai eu de prime abord de vous introduire dans cette émission, alors il y a cette notion holistique. C'est global. Alors, pour mettre le doigt sur effectivement les raisons pour lesquelles on ne se sent pas bien, il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Absolument. Et il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en considération que ça rend parfois le lien de causalité entre la vie au travail et l'incidence qui peut être le mal-être ou qui engendrerait sur le tard le burn-out, cette incidence-là peut effectivement parfois être interrogée et questionnée. Tout à fait d'accord avec vous, mais quand je pose cette question, je pose cette question de manière globale. Donc d'abord je vais éliminer les raisons qui sont d'ordre personnel ou familiaux ou de santé. Et puis après, quand j'arrive à ma question qui est comment vous sentez quand vous rentrez du boulot, est-ce que vous êtes satisfait? Quelle est votre relation? Quelles sont vos relations au travail? Parce que vous allez voir, je vais partager avec vous certains chiffres, mais 71% des gens ont déclaré que leur état d'être, que leur état de stress au travail était dû à un management toxique. À combien? Je vais vous dire les chiffres, je crois que 71%. 71%, c'est presque les 3/4, donc 3 salariés sur 4. Ouais. Et c'est considérable. D'où le fait que tu aies le ressenti, après les émissions que nous faisons, on te dit, Ali, vous parlez de certaines entreprises qui sont minoritaires. En 40 ans d'expérience, Ali Selhania, tu as été employeur, employé, et cette question-là, je ne suis pas certaine qu'on puisse l'évoquer avec la même acuité à tous les moments de ta vie professionnelle. En 40 ans, les choses ont pu changer et je n'ai pas l'impression que c'était véritablement un sujet qui touchait autant de personnes auparavant, Ali Serhali. Non, est-ce que cette observation, tu la partages? Non, moi, l'observation que je pourrais te dire, c'est que j'avais lu un article qui a été fait par l'économiste et qui concernait l'étude qu'avait faite ou le sondage qu'a fait Dina, et c'est là où je t'ai dit à Badr... Le sujet, parce que là, pourquoi? Je ne sais pas qui dit comme quoi il faudrait donner un nom à quelque chose pour pouvoir guérir. Je ne me rappelle pas le terme exact. Il faut nommer la chose pour pouvoir... Oui, il faut identifier. Voilà. Il faut identifier pour pouvoir l'aborder. À l'inverse, on disait mal nommer les choses et rajouter au malheur du monde. C'est la fameuse phrase. J'adore ça. C'est sympa. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai lu cet article... Alors, la vérité, Dina, je suis revenu 30-35 ans en arrière. Pourquoi? Il y a 30-35 ans en arrière, je rencontrais beaucoup de gens, j'étais encore jeune, et qui me disaient, qui étaient effondrés, qui avaient un burn-out et ne savaient pas qu'ils étaient en burn-out. Ah oui, il n'y avait pas le mot, mais ils étaient malheureux au travail. Très malheureux au travail à cause du management toxique dont tu as parlé. Et ces gens-là ont très mal fini. La plupart sont tombés malades, il y en a qui sont décédés à cause de certaines maladies qu'ils avaient contractées, entre guillemets, avec le stress et tout ce que tu veux, le diabète, l'hypertension. Je voudrais revenir là-dessus parce que Vas-y. Parce que lorsqu'on reste soit en état d'alerte permanent, c'est-à-dire le stress, et donc on a des pics de cortisol qui sont au-delà de la normale, soit lorsqu'on reste avec ce mal-être que tu viens d'expliquer, Ali, et donc sur le long terme, on crée des pathologies chroniques qui aujourd'hui, les chiffres mondiaux le montrent, sont 40% des coûts. On développe des fois une dépendance. Certains développent une dépendance à ces hormones-là. Une dépendance, effectivement. Et ils ont comme biais de chercher effectivement à puiser dans ce type d'énergie pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est ce qu'on appelle dans mon langage le plaisir négatif. Ça, c'est sympa, le plaisir. Oui. La musique, mais la musique n'en fait pas partie. Et comme il est 10h20, j'en profite pour saisir. Tu reviendras sur le plaisir négatif après la musique. On reviendra, parce qu'il en est de très positif dans la vie. La musique en fait partie. Mais la liste est loin d'être exhaustive. 10h20 sur notre antenne. On se retrouve pour la suite de notre émission dans quelques instants. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre. C'est jusqu'à midi, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80.
Atlantique Radio. Alors, qu'est-ce qu'on entend alors, par le plaisir négatif, c'est une addiction. C'est exactement comme toutes les addictions. On a besoin de ça et donc ça devient... c'est dans notre langage. Moi, je suis psychothérapeute aussi et donc je forme. Et donc, ce qu'on appelle... C'est une compulsion. Non, c'est pas une compulsion. C'est pas du tout. C'est pas du tout une compulsion. C'est quelque chose. C'est une addiction vers laquelle je vais. Oui. Et je vais rester dedans. D'accord. Et donc sortir de ce... Je vais proposer une définition, peut-être parce que c'est vrai que souvent c'est une question de définition. Alors il y a quelque chose qu'on a vécu, et il y a un chemin qu'on est habitué à prendre, et on a envie de reprendre ce chemin de façon sans qu'on en ait conscience. Et c'est une définition peut-être incomplète de l'addiction. Si par exemple je vais profiter d'une relation pour éprouver ou ressentir ou de la haine ou de la colère ou ce qu'on peut qualifier peut-être d'émotions négatives et donc d'où le plaisir négatif. Voilà. J'y trouve mon compte d'une certaine façon, mais c'est effectivement un pli qui s'est forgé à travers le temps, et ce pli c'est devenu comme un pattern. Voilà. Qu'on retrouve, un schéma qui s'active d'une certaine façon. Et c'est pour moi une autre définition de l'addiction. Si on veut, oui, tout à fait. Ou une réactivation de la mémoire. Pourquoi on dit plaisir négatif ? C'est parce que nous sommes des êtres d'habitude. L'être humain est un être d'habitude. Okay ? Donc c'est pour ça que nous voyons aussi certaines personnes qui sont dans des relations toxiques, et c'est très très dur de sortir d'une relation toxique parce que ça active en moi des émotions auquel je suis devenue habituée. Et donc, c'est même pas addict, c'est habitué. Donc, qu'est-ce que je vais avoir si je sors de cette habitude ? Ça fait partie de mon paysage. Voilà, et le vide me fait plus peur. L'inconnu me fait plus peur que cette chose à laquelle je suis habituée. Oui. Et la peur de l'inconnu est ancrée dans le vivant. Ben, évidemment. Dans tous les êtres vivants. Bon, Ali Serhani. Oui. Et après, tu me diras s'il y a un rapport avec le syndrome de Stockholm, ce que tu viens de dire. Probablement. Ah oui, c'est important, parce que là, soit on est, je dirais pas le terme, parce que Dieu merci, je me retiens pour l'instant. Alors moi, ce que je voudrais dire... Mais il se retient que pendant non, rapidement, non, 2 minutes, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bon, Marlinèche. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est bien, on parle de burn-out, et que les Marocains connaissent, selon la traduction en langue arabe, l'Irak. Sauf que le problème, comme a dit si bien Dina tout à l'heure, il y a des gens qui ne le savent même pas. Oui, et les conséquences sont très dangereuses. Les signes précurseurs. Alors, problème qui se pose, c'est que les entreprises, et là, dans ton sondage, tu as parlé au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'elles font pour leur personnel, pour ne pas tomber dans le panneau, entre guillemets. Je sais pas, les entreprises, je crois pas qu'elles soient très sensibilisées à ce niveau-là. Elles estiment ne pas être un centre psychiatrique. Voilà, c'est ça. Et mais souvent, surtout crise économique, on vous dit, nous, c'est ce qui compte pour nous, le business, etc. Mais le plus important pour nous, ce sont les salariés, de faire très attention. De faire très attention parce que c'est irréversible quand il y a des conséquences. Le burn-out, si vous avez un burn-out ou une dépression, tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Ceux qui nous écoutent, bien sûr, les auditeurs et les auditrices, je voudrais leur dire de faire très très attention, parce que ça ne rigole pas. C'est une chose avec laquelle on ne rigole pas, parce que pour la simple raison que aujourd'hui, vous êtes dans une situation donnée, je dirais psychique, appelez-la comme vous voulez, je sais pas, je n'utilise pas les termes exactement scientifiques, mais demain, ça risque d'influer sur votre comportement et de devenir... Vous-même. Non, mais c'est pas de devenir vous-même, c'est que tu risques d'empirer, et ça empiète sur ta vie familiale, ta vie de tous les jours. La fatigue, c'est ce qu'on disait alors, tout à l'heure. Pour ce qui est de la fatigue, parce qu'on n'a jamais envie de faire quoi que ce soit, parce que toute mon énergie a brûlé ailleurs. Alors, est-ce que je peux... Tu peux tout. Non, je voudrais juste faire, parce qu'on me pose souvent cette question, et je pense que ça va aider nos auditeurs et nos auditrices, c'est la différence entre la santé mentale et le burn-out. Très bien. Une différence entre les deux. Voilà. La santé quand on parle de... Parce que le terme santé mentale est assez tabou dans les entreprises et dans les milieux, parce qu'on l'associe à quelque chose... À la folie, l'ahmaq. On va pas aller jusque-là. C'est ce qu'ils disent. On va pas aller jusque-là, mais bon. Donc, j'ai pas envie de dire, et puis les gens en ont honte. Moi, j'ai eu certaines personnes qui m'ont écrit en privé quand j'ai lancé sur LinkedIn les résultats du sondage, qui m'ont dit comment faire pour en parler. Comment faire pour parler de cette vulnérabilité que j'ai ? Je ne me sens pas bien, mais je ne peux ni en parler à la maison, ni au travail. Oui, tout à fait.
Alors, et je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui ont commenté ou qui m'ont écrit en privé, ce sont des hommes et pas des femmes. Oui. Alors, c'est juste pour et c'est dû à quoi, ma chère Dina? Parce que les hommes ont beaucoup plus de mal à parler de l'intimité. Voilà. Bon. Oui. C'est dû au fait, justement, comme vient de dire Badel, c'est que si je me montre vulnérable, quote, je ne suis pas un homme, je suis fragile. Oui. Mais non, tu n'es pas fragile, au contraire, il faut énormément de courage, déjà, pour aller demander de l'aide, déjà pour identifier ce que j'ai. Donc, juste une définition du burn-out, ok ? Donc, on a dit la santé mentale, c'est un bien-être global, psychologique et émotionnel. Et dans la santé mentale, nous avons ce concept très important qui est maintenant dans toutes les entreprises, qui est la sécurité psychologique. C'est pour ça qu'elle fait aussi partie du burn-out. Le burn-out, il est causé par une surcharge chronique, surcharge de travail chronique, une absence de contrôle, oui. un conflit de valeurs et une perte de sens. D'accord. Donc ça, c'est les 3 éléments qui caractérisent le burn-out. Nous, on va céder la parole parce qu'il faut qu'on reste dans le contrôle. Karim Drounet nous présente les actualités en langue française et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Alors, on a fait des propos d'introduction et on aura l'occasion d'aller plus en détail. Après le flash qui nous est présenté par Karim Drounet. Et bien entendu, si vous avez des questions à nous soumettre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sur Atlantic Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantic jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission. Ce matin, je présente nos invités. Nous sommes avec Dina Helou, nous sommes avec Alice Elhani. Alors, on a parlé d'une étude, mais les auditeurs, effectivement, ne sont pas munis des mêmes documents que ce qu'on peut voir ici sur la table. Dina Helou. Alors, on va essayer de renseigner, de faire le constat. Alors, on a évoqué quelques chiffres. Les 3/4, on disait, qui subissent une forme de burn-out ou de stress au travail à cause d'un management toxique. C'est ce que les gens que j'ai interviewés ont dit. Parce que quand les questions que j'ai posées, c'est d'après vous, quelles sont les causes du burn-out que vous ou vos proches ou vos collègues ont vécu? Oui, donc c'est pas nécessairement la relation avec les collègues, c'est la relation hiérarchique. Voilà, et puis il disait, alors management toxique, relation toxique au travail, et donc c'est qu'il y a un vrai problème de communication, parce que quand on a une relation toxique, quand ça va pas, la base c'est la communication. C'est pas autre chose. Oui, pour délier, pour dénouer. Pour dénouer. Mais qu'est-ce qu'on qualifie de relation toxique? Parce que c'est quelque chose qui est rentré dans le langage commun. Ali Selhani, dans nos émissions, souvent, il dit, sur beaucoup d'aspects, on parle de toxicité ou de relation toxique, et ça déborde le cadre du travail. Mais au travail, qu'est-ce qu'on qualifie? Quelles sont les facettes d'un manager toxique? Si on creuse, parce que souvent quand on est coach, on va discuter plus en profondeur avec les uns et les autres pour essayer d'identifier quels sont les schémas qu'on retrouve, disons, dans des occurrences nombreuses lors d'échanges plus approfondis. Est-ce qu'il y a une définition qu'on peut proposer d'un manager toxique? Je vais dire quelque chose qui peut-être ne va pas beaucoup plaire. Les relations que nous avons sont le reflet de la relation à soi. Alors, quand on est dans une relation à soi conflictuelle, qui est souvent le cas, parce que nous avons entre 70 et 80 000 pensées par jour, donc nous avons plusieurs voix qui nous parlent tout le temps. La voix qui va te dire tu as pas fait comme il faut, c'est pas bien. C'est la voix en général toujours critique. Je bois du petit lait parce donc, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons ces projections sur quelque chose d'extérieur, sur quelqu'un qui va nous dire quelque chose, et nous on va le prendre selon ce prisme, parce que nous avons déjà une relation entre guillemets négative à soi, parce qu'on n'en est pas conscient. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle, alors malheureusement c'est le cas, parce qu'il va aussi avoir un autre genre de management toxique. Donc celui-là, c'est celui qui est relié à moi, donc je fais mes projections. Et puis l'autre, c'est la personne qui est pas bien chez elle ou à la maison ou dans son boulot, qui est manager,
et qui va se défouler sur ses collaborateurs. Oui, ou qui a le complexe du tyran aussi. Aussi, donc tout existe, tout est là. Oui. Mais en tous les cas, ça relève de la relation et de la communication que nous avons avec soi et avec notre entourage direct. Parce qu'on est la même personne au travail que nous sommes à la maison. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est pour ça qu'il y a un continuum. Quand on parle de relationnel, c'est un relationnel au travail, mais qui n'est pas séparé du relationnel de façon générale qu'on a dans la vie. Mais ce que je viens d'entendre, c'est une part de la responsabilité, une part même quand on fait face à des comportements qui peuvent être, disons, on va utiliser un euphémisme, désobligeants. Très bien. Bon, on va utiliser cet euphémisme, désobligeant. Il ne tient qu'à soi de voir les choses d'une certaine façon, parce qu'on n'a le contrôle que sur la façon qu'on a d'appréhender les choses. Et si on nous traite d'idiots et que je ressasse cette idée pendant 3 jours, c'est que je le suis quelque part, si je suis tracassé par l'opinion que quelqu'un d'autre a sur moi-même. Je ne dis pas que on puisse, en toutes circonstances, avoir cette magnanimité dans la vie de tous les jours. Il y a des schémas qui s'appliquent, qui ressurgissent d'un coup, et on va être en colère, on va être déçu, Mais si on ne prend pas cette distance avec l'image que les autres ont de soi-même, on est mal parti, mal barré dans la vie. Ça relève aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi, et ça, ce sont des valeurs qui nous sont apprises à la maison. Or, lorsqu'on apprend à nos enfants d'être dépendants, je dis bien dépendants de notre opinion, ils vont devenir dépendants de l'opinion des autres. Alors que quand on construit la confiance en soi et l'estime de soi chez nos jeunes, chez nos enfants, alors on leur apprend à être indépendants de l'opinion d'autrui. Être indépendant de l'opinion d'autrui, si on ne l'a pas eu jeune, c'est beaucoup plus dur de le construire plus tard, et donc c'est là où c'est très important de travailler son développement personnel, de se faire accompagner, parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, mais c'est plus difficile lorsque enfant, on nous a dit que tout ce que dit papa et maman, c'est eux qui ont raison, et que toi tu ne sais rien. Alice El-Hani. Oui, je suis tout oui, c'est pour cette raison. Mais là, je reviens à ce que tu disais, Dina. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une relation absolument. Donc ce n'est pas le manager qui est complètement à côté de ses pompes, qui est complètement fou. Évidemment. Donc la femme lui a pas fait un bisou le matin, qui est énervé. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a aussi. Il a mérité son surnom de Fabrice. Son surnom de. Il y avait un auditeur qui m'avait traité en. Lucchini, parce qu'il a une énergie particulière. Fabrice Lucchini. Maintenant, c'est Nicolas. J'adore Fabrice Lucchini, j'adore. Non, moi je dis que c'est les deux parce qu'il y a aussi le problème culturel et social au Maroc de ne pas mettre nos limites. Est-ce qu'on a le choix? Les autres sont la prolongation de soi. Attends, le choix. Parfois, nous avons le choix de dire... Non, pas parfois. Nous avons toujours le choix de dire non. Et de dire là... Mais là, on parle de relations de travail. Oui, désolé de t'interrompre parce que les gens cherchent un travail, ont peur de perdre leur travail. Je suis d'accord. Et là, à un moment donné, ils se disent, moi, je ne peux pas discuter, je ne peux pas émettre une opinion. Moi, j'ai peur je ne peux pas changer les gens. C'est pour ça, ma chère Dina. On ne peut jamais changer les gens. Mais je peux changer ma réaction. Je peux changer ma réaction à la façon dont on m'interpelle. Donc il y a aussi, il faudrait juste examiner quelles sont les priorités. J'ai accompagné certaines personnes. Une personne, là je pense à quelqu'un, me disait je déteste mon travail, etc. Je suis pas bien, mais j'ai pas le choix, j'ai besoin de gagner ma vie. Ok, fine. Voilà, je vais le dire. Qu'est-ce que ton travail te permet de faire? Si tu quittes ton travail. Alors moi, ma passion... Cette personne avait d'autres passions, des passions autour du sport, autour de prendre des cours, de s'améliorer, enfin de travailler sur d'autres sujets qui sont personnels à lui. Et je lui dis, est-ce que ce travail te donne la liberté de vivre tes passions? Oui, ça me donne, donne la liberté parce que sans ce travail, j'ai pas les moyens de me payer tout ce que je veux me payer. Positivement. Oui. Voilà. Okay. Donc je dis pourquoi on ne verrait pas ça? Pourquoi je te propose de voir justement ton travail comme une source de libération, et donc il y aura un détachement. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu n'y mets pas ton cœur, et tu mets ton cœur là où est ta passion. Tes priorités. Et d'un seul coup, toute sa relation a changé avec ses supérieurs. Toute sa relation. Fantastique, parce que pour moi, les personnes que j'ai rencontrées,
dans certaines entreprises, quand on me parlait de management toxique, effectivement, les managers étaient des toxiques. Oui, des gens difficiles. Bon. Des gens désobligeants. On va revenir au terme de Badr. Des gens désobligeants. J'allais dire toxicomane, j'ai la tête ailleurs, moi. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de comportements, effectivement, il y a une nuance infinie des comportements qu'on va juger. Donc, si au premier abord, au premier éclat, au premier incident, je saute sur l'occasion pour dresser la limite entre le diable ou les diables et moi-même qui serait un ange, effectivement, ça risque très rapidement de rendre la vie au travail, la vie tout court, très compliquée. Donc, c'est un parti pris qui dessert, à moins d'y trouver son compte dans la catégorie des plaisirs négatifs dont on parlait tout à l'heure. Donc, non, pour te dire, et la plupart des personnes que j'interrogeais ou je questionnais, à ce niveau-là, je faisais pas de sondage, pour être honnête avec toi. Quand on n'est pas spécialiste dans un truc, il vaudrait mieux le laisser aux spécialistes. Et la plupart me disaient, ça traîne depuis 2 ou 3 ans. Moi, je leur disais une chose et j'espère... Dis-moi si c'est bien. Je leur disais, écoutez, dès le départ, il fallait imposer le respect. Je suis d'accord. Et notre grand malheur au Maroc, et je le dis souvent aux gens, c'est que comme on dit au Maroc, on donne l'occasion à autrui de nous donner l'impression qu'on subit. Et quand on subit, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Et c'est souvent, j'ai pas envie de me réveiller, de faire l'effort en plus, de faire la petite chose. Ce que je suis censé faire, parce que d'une certaine façon, je vais abdiquer quelque part et ça va rejaillir. Et en général, quand on est en colère contre l'autre, comme ça, on est en colère contre soi parce que nous avons permis à l'autre de dépasser mes limites. Je ne les ai pas imposées et donc du coup, cette colère... J'ai failli à mon endroit. Voilà, je me suis trahi. J'ai trahi mes limites, je me suis trahi moi-même. Et donc cette colère... Parce que je ne sais pas comment la gérer envers moi-même, je vais la reporter sur l'autre. Exactement. Il n'y a pas que des colères aussi qui dans l'explosion. Il y a des colères froides. Mais c'est les plus dures. C'est les plus dangereuses. Ce qui rend parfois certaines personnes venimeuses, parce qu'elles auront l'impression d'avoir abdiqué, subi sur tant d'aspects de leur vie, parce qu'il va les rendre extrêmement, venimeuses par ailleurs, sur des choses qui peuvent paraître de prime abord ou de l'extérieur comme étant dérisoires. Mais venimeuse, et pour reprendre une chose, personne masculin ou la féminin, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient extraordinaires. Je les ai revus 10 années plus tard, c'était des gens devenus, je dirais, dangereux. Mauvais. Oui. Et je leur disais, mais je te reconnais pas. Ça m'a tourné. Je te reconnais pas. Pourquoi ? À cause de cela. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, on les a rendus tellement... Ils ont souffert. Ils sont devenus méchants. Aigris. Et c'est des gens Le fait de subir, ça rend méchant en général. Mais là, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent une chose importante, quand vous êtes au travail ou dans vos relations avec les gens, vous n'êtes pas avec votre maman, ou avec votre fiancé, ou votre femme, ou votre papa, ou vos enfants. Vous êtes avec une personne qui reste, il faut dire les choses telles qu'elles sont, étrangères. Et plus que ça, je dirais que... Ça va jusque-là, Dinayek. Je dis pas n'importe quoi. Mais si on est susceptible, autant être distant. Non, mais ce que tu dis d'important, tu as parlé de respect. Je voudrais revenir sur cette notion de respect. Parce que dans notre culture, nous avons le côté de respect. Et or, d'abord, le respect de l'autre commence par le respect de soi. Le respect de l'autre ne peut exister sans le respect de soi. Et le respect de soi, ça se construit encore une fois. Quand je me vois dans la glace, comment je me trouve ? Est-ce que je peux dormir sur mes 2 oreilles en paix ou pas ? Oui, et vous remarquerez une chose, et chacun peut en faire l'observation. Les personnes qui sont les plus obséquieuses, les personnes qui pratiquent l'aplaventrisme, entre guillemets, ce sont les personnes qui, quand elles ont une position hiérarchique, estiment qu'on leur doit le plus les démonstrations de signes de soumission. Parce que ce sont des personnes qui, entre guillemets, manquent de respect vis-à-vis d'elles-mêmes et attendent que les autres agissent de la même façon, sans quoi, effectivement, elles vont voir rouge. Leur part d'ombre va s'enclencher de ce fait-là. Que les gens... Alors attention. Que tu attends des gens
qui puisse réagir de la manière qui, selon toi, est la manière la plus appropriée. Parce que toi, tu agis de cette façon. Mais il ne faut pas oublier, là, c'est une question de valeur, une question de akhlaq. Tu ne peux pas demander à des personnes qui sont devant toi, que tu ne connais pas, de se comporter avec toi selon ta vision des choses. Je te donne un petit exemple. Oui. On a de la famille aussi bien sur Casa que sur Fès. Écoutez bien, il y a un proverbe commun entre les deux. Et ce proverbe, ces deux proverbes m'ont touché toute ma vie. Oui. À Fès, on dit l'adawa tsabta as-swab yakun. Oui, écoutez, les anciens Casablancais ont dit mieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et mes parents m'ont éduqué sur ce. L'mahabba tsabta as-swab yakun. C'est pas parce que j'aime beaucoup Dina ou j'aime beaucoup Bada, on se connaît depuis X temps. Parce qu'on a dépassé des limites au niveau de nos respects. Non, du tout. Parce que c'est une éducation. C'est ce que je dis aux gens. Même si tu travailles avec qui tu veux en entreprise, et moi j'ai dit imposer le respect, tu as utilisé le terme exact, les limites. Il faut imposer certaines limites. Parce que sans ces limites-là, tout s'effondre. Mais il faudrait encore que je connaisse. La musique, la musique, ça va y venir parce qu'on a dépassé toutes les limites depuis tout à l'heure. Depuis 7 minutes que la régie réclame son dû. Bon, on va se retrouver après l'instant musical et on va poursuivre notre émission qui, fort heureusement, se poursuit jusqu'à midi. Et bien entendu, ceux qui veulent faire entendre des voix, partager des avis ou témoigner, n'hésitez pas à nous joindre. C'est jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et je présente à nouveau nos invités très rapidement. Nous sommes avec Ali Serhani, qui est DG de J'espère Service. Nous sommes avec Dina Hlou, qui est coach exécutive holistique et spécialiste en santé mentale. Alors, ce sont des questions qui arrivent dans le monde de l'entreprise pour la raison que l'entreprise est intéressée à avoir des personnes qui carburent, qui soient dynamiques, qui produisent, qui aient de l'envie, qui est de l'élan, entre guillemets, qui est de la fluidité dans le travail. Et si une personne émettait des signaux, disons d'une certaine façon, qui pouvaient laisser entendre qu'elle n'était pas des plus enthousiastes à l'idée d'aller au travail, s'il y avait des signaux précurseurs du burn-out et qu'effectivement on ne les voit pas, on ne les prévient pas, le risque que la personne, un jour, ne puisse plus, tout simplement, assumer les moindres petites des responsabilités qu'elle peut avoir dans l'entreprise. Donc, on a parlé des raisons. Alors, j'ai bien entendu que cette question du management, était importante dans les discussions qu'on a avec, au travers de l'enquête, au travers effectivement des résultats de l'enquête ou des chiffres qu'on avait énoncés. Pour ce qui est du dernier quart, quelles sont les causes du burn-out, mais aussi sur le chapitre du manager toxique, effectivement, il y a également d'autres aspects qu'on pourrait éclairer, mais sur les éléments qui causent effectivement ce burn-out ou cette impossibilité à travailler, tout simplement. Quelles sont les autres motivations ou causes qu'on remarque quand on discute avec les uns et les autres ? La première chose qui est ressortie, c'est une surcharge mentale, une surcharge du travail. Aujourd'hui, le Maroc avance à la vitesse grand V. Nous avons des échéances. La première à la fin de l'année, la deuxième, je viens d'entendre en 2029. Je viens d'entendre que nous sommes aussi toujours dans le foot. Et puis 2030. Et donc, tous ces projets sont portés par qui ? Par des hommes et des femmes. Tous ces projets sont portés par des hommes et des femmes. Et ces gens, la plupart d'entre nous, Marocains, nous adorons notre pays, nous contribuons à le faire avancer. Et c'est important pour nous de continuer à briller, à se développer. Et donc, moi, je vois énormément de gens, je travaille avec pas mal de gens qui sont dans des institutions semi-privées ou d'État. Et vraiment, j'ai été très interpellée par leur engagement et par leur sens des responsabilités. Il faut le dire. Je suis obligée de le dire. Vous voulez dire que ça a un coût ? Cette pression ? En même temps, je les vois, ils sont engagés, ils sont à fond dedans. Et franchement, je suis très, très fière de faire partie de mon pays, de cette société qui travaille avec autant d'engagement. Et en même temps, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de tirer sur la corde. Et donc, certains
vont arriver au burn-out parce qu'ils vont trop prendre sur eux, parce qu'ils vont pas. On va le faire. Et puis n'oubliez pas qu'au Maroc, on est toujours dans la culture du très vite. On n'est pas dans l'anticipation. Étape par étape. Mais c'est trop par intuitive. Alice El-Haniam. Rapidement. Ce que tu viens de dire, non, c'est la régie. 1 minute, je ne vais pas dépasser 1 minute. Il veut toujours abuser de ses privilèges. Alors, dis-moi, souvent je dis que l'entreprise n'a pas de mémoire. Ces gens-là dont tu viens de parler, qui se donnent à fond, qui vont très vite, etc. Et du jour au lendemain, l'entreprise se comporte avec eux comme le pire des vulgaires personnes. Est-ce que ça peut être le déclencheur du burn-out? Je réponds après. Mais c'est parfait, on fait un petit teasing. Mais Mourad Baba vient toujours à l'heure. Et il est toujours très rigoureux. Il est 11h00, on va l'écouter pour les informations. On se retrouvera pour la suite de notre émission jusqu'à midi. Et nous sommes avec nos deux invités, Alice El-Hani, et nous sommes avec Dina El-Hlou. Alors on a fait un peu de teasing et Alice El-Hani était intervenue pour demander plus de précision. Alors, Alice El-Hani, est-ce que tu voudrais peut-être remettre, disons, rafraîchir la mémoire de ceux qui nous avaient pas suivis? Non, il y a une chose importante il ne faudrait pas qu'elle passe inaperçue et que les auditrices et les auditeurs puissent prendre en considération ce qu'a dit Dina tout à l'heure, quand elle a parlé de reflet de la relation à soi. Il ne faut pas oublier le fameux proverbe marocain qui dit « Ihtarim nafsak yahtarimik al-ghayr ». C'est très très important en entreprise, surtout qu'on parle pour les gens qui travaillent en entreprise. La notion de respect, très important pour éviter des malaises qui vont venir dans un moyen terme ou là dans un long terme entre guillemets. Donc pour éviter les problèmes, vous êtes en entreprise, que vous soyez avec vos collègues, avec votre boss ou avec qui que ce soit. Imposer des limites, pour ne pas dire le respect, imposer des limites et pour éviter ce burn-out, parce que le burn-out, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous entendez parler de décès parfois, vous posez des questions qui ont toute leur importance. On vous dira qu'un tel est mort d'un cancer, qu'elle est morte d'un truc de hypertension ou de je ne sais quoi d'autre, arrêt cardiaque, etc. Et les causes ont été il y a 15 ans ou 10 ans ou 20 ans, il y a de cela 20 ans, et avec cette relation toxique dont on a parlé, au niveau de son boulot, c'est tout ce que je pouvais dire. Oui, bon, alors Dina El-Hlou, on va revenir à des éléments plus objectifs parce que c'est vrai que si l'entreprise. Non, mais au contraire, c'est la vie. Mais il y a des passerelles entre toutes choses. Dis-moi, comme diraient les Américains, il y a tout fait sens dans la vie. Tout fait sens. Alors, bon, bien sûr, si l'entreprise prend en charge ce type de questions, c'est qu'elle peut y voir un intérêt économique. Alors, on va venir à ces aspects-là, mais peut-être sur l'interpellation de Alice El-Hani, Dina El-Hlou. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le reflet de la relation à soi, rappelez-le. La notion de respect, et puis la notion aussi qu'on a de respect dans notre culture. Écoutez, dans notre culture, nous glorifions le sacrifice. Oui. Okay, dans notre culture, nous glorifions le sacrifice. Comment nous glorifions le sacrifice? Oui. Surtout pour les enfants. etc. Donc, ça veut dire qu'une personne n'a de valeur que si elle se met, elle, en retrait, ses besoins au service des autres, et ses besoins, donc, ne sont pas pris en compte. Et donc, par rapport à cette culture qui est vraiment ancrée en nous et très inconsciente, moi, je suis bien que quand j'aide l'autre. Moi, je suis bien que quand je m'occupe des autres. Mères, souvent. Les mères, les femmes et les hommes. Les hommes, ils l'ont aussi par rapport à leur famille. Les hommes l'ont énormément. Quand on se réveille à 5h du matin aussi pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires. Les enjeux de survie, toujours. Voilà, les enjeux de survie. Donc, pour revenir justement à cette notion de respect par rapport à cette culture que nous avons en nous, c'est ce qui fait que, Ali, nous ne mettons pas les limites. Parce que mes besoins ne vont pas être aussi importants que les tiens. Et donc, moi, je suis dépendante de ton regard. Je voudrais, c'est pour ça que j'ai dit le terme glorifier, parce qu'on va venir, on va dire cet homme, il travaille. Donc, on glorifie le sacrifice de soi aux dépens de nos besoins primaires. Donc, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir comment on va mettre nos limites. Pour revenir au respect de soi dont on parlait par rapport à la maison, quand je disais tout à l'heure que le respect de soi et l'estime de soi et la confiance en soi se construisent
dès l'enfance. Quand les parents ne respectent pas l'intimité de leurs enfants. Moi, je me souviens très très bien, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, 8 ans, j'avais des amis un peu partout parce qu'on voyageait. Mon père n'a jamais ouvert un courrier à moi. Je recevais des lettres, vous savez, à l'époque, on s'écrivait, etc. Oui, certains ont continué. Voilà, certains ont continué. Oui. Mais il y avait ce respect de ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Jamais mes parents, même petites, ne sont rentrés dans ma chambre sans taper à la porte avant. Jamais ils sont rentrés comme ça. Et ça, il y a ce respect de soi. Tes parents te respectent, et ben tu vas apprendre à te respecter. Tes parents respectent ton intimité, ben tu vas apprendre automatiquement à mettre tes limites. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc ça se construit très petit. Maintenant, admettons que l'on n'ait pas eu, ok ? On se rééduque. On n'est pas tous des victimes de notre éducation. On devient des adultes. Il est temps de se rééduquer par soi. Si le monde n'était que la répétition du même, nos villes ne ressembleraient pas à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Et ça, c'est la créativité. Oui, mais il y a de la variance entre guillemets. C'est-à-dire que tout n'est pas la reproduction du même. Il y a nous sommes des êtres d'habitude. Mais c'est la mort qui nous guette quelque part. Et c'est parce que c'est la répétition, ce qui est connu, c'est ce qui est acquis. Donc c'est ce qui est un peu mort en nous. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque quelqu'un énonce quelque chose qu'il sait, il a moins de plaisir que lorsqu'il va dans la discussion entrevoir des choses qui lui sont peut-être nouvelles. Parce qu'il va se sentir plus vivant lorsque c'est un chemin nouveau qu'il entreprend. Même dans la vie, de façon générale, quand on entreprend des chemins nouveaux, nous sommes vivifiés, entre guillemets. Alors, 11h12 minutes. Il y a la respiration musicale, mais il y a l'auditeur qui souhaite participer avec nous à cet échange. C'est Abdelrahim qui nous appelle d'Agadir et auquel on va céder, bien entendu, la parole. Bonjour à vous. C'est Abdelrahim. Ah. Oui, bonjour, Sidi Badr. Bonjour, c'est Abdelrahim. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, tout va très très bien. Voilà. Dina, c'est Abdelrahim, c'est celui qui m'a donné le nom de Fabrice Lucchini. Monsieur, avant de poser ma question concernant le sujet d'aujourd'hui, je voudrais juste lui dire, je ne sais pas si vous vous rappelez votre expert assurance, celui qui parle de... c'est Monsieur Chidi. On va le recevoir demain. D'assurance vie. Assurance vie, oui, bien entendu. C'était l'émission de la semaine dernière. C'est Chidi, Abdelazir Chidi. Oui, c'est ça. C'est un vrai concurrent. Je ne sais pas si vous avez remarqué sa voix, elle ressemble à celle de M. Serhani. Ah oui, c'est vrai. Non, mais les antennes à Agadir, Nadia Serhani est en train de protester de l'autre côté. Les antennes à Agadir sont à revoir. Non, je suis désolé. J'ai beaucoup d'accord avec vous, si Abdelrahim, mais sur ce point, c'est un niet catégorique. Franchement. Oui, et surtout, c'est à la fois son concurrent et son compère. Ah, d'accord. Je lui propose une chose à M. Serhani de contacter ce monsieur. On va les réunir. S'ils peuvent faire une émission économique et humoristique. Ah bah voilà, mais c'est fort. Le duo. Déjà, je vous fais la promesse de les réunir un jour. On va les réunir. Vous savez, ce monsieur, quand il parlait de l'aigle, de son assurance vie... Ah oui. Non, mais il est passionné. Le point commun entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux passionnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime à les recevoir. Il parle de son cordonnier, de sa femme qu'il ne veut plus... Mais vous n'avez pas écouté d'autres émissions que nous avions faites ensemble. Mais il y a des podcasts, c'est Abdelrahim. Vraiment un gars sympathique. Il m'a fait, avec ses exemples et ses propositions, il m'a fait le tour de toute la littérature mondiale, avec Najib Mahfouz, la trilogie, avec Balzac, avec le père Goriot qui voulait donner la dot à ses filles pour les marier, avec oui, mais c'est à l'envers. Mais vraiment, il m'a fait balader le tour du monde de la littérature mondiale. Donc, trêve de plaisanterie, je voudrais juste demander une question concernant le burn-out. Et les entreprises, chaque fois que j'entends le burn-out, et surtout ici au Maroc et même en Europe, même en France,
parce que je suis beaucoup l'actualité française et la vie économique et entrepreneuriale de la France. Je ne sais pas pourquoi toujours dans les entreprises on parle de burn-out seulement pour les gens de l'administration, c'est-à-dire les directeurs, les cols blancs, les managers et tout ça. On ne parle pas des ouvriers. Par exemple, on a une usine qui fait employer par exemple 1200 personnes et tu trouves il y a une quarantaine qui sont dans l'administration et on parle de leur burn-out, des psychologues, des psychothérapeutes et tout ça. Je sais pas, est-ce que le burn-out c'est juste pour c'est-à-dire les intellectuels ou bien les cadres? C'est une très très bonne question. Est-ce que l'occurrence de la dépression ou plutôt du burn-out, ça concerne davantage les métiers de service? Il y a une expression qui concerne les métiers. Oui. Dans une entreprise de BTP, 80% sont des maçons et des ouvriers qui sont sur le chantier. Et les pauvres, on parle pas de fatigue, de burn-out, je ne sais pas, moi, c'est une question qui me taraude l'esprit. C'est une très très bonne question. Alors, c'est une très très bonne question. Avant, s'il te plaît, Dina, parce que non, je crois que c'est Abdrahim, si tu avais écouté l'émission depuis le départ, quand j'avais dit à... Alors, j'ai dit à Madame Dina El-Hlou, je lui ai dit... Aujourd'hui, pas spécialement parce qu'il y a vous, j'ai commencé... Non, j'avais remercié Dina parce que quand elle avait parlé, au départ, elle nous avait présenté le burn-out, je lui ai dit, je te remercie Dina parce que tu m'as ramené 30 ans en arrière, 35 ans, parce que je comprenais beaucoup de gens. Moi, je parlais de ces gens-là, les gens de l'école bleue. C'est surtout ça, je me rappelle bien, avant, je peux te dire, j'allais chez General Tire, j'allais chez certaines entreprises et je voyais ces gens-là, les pauvres bougres, qui souffraient le malheur. Et c'est là où j'avais dit que mal nommer les choses, comme tu avais si bien dit tout à l'heure, c'est rajouter au malheur du monde. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Non. Nous, quand on parle de cela, on parle en général. Et je te cède la parole, ma chère Dina. Bonjour, c'est Abdelrahim. Oui, bonjour madame, je m'excuse, je ne vous ai pas salué. Merci pour vos informations et vos explications. Merci beaucoup. Écoutez, l'étude que j'ai faite, j'ai eu accès uniquement au col blanc. Okay, mais je pense, comme vient de le dire Siali, que si jamais je l'avais fait au sein d'une autre population active, je crois que les chiffres auraient été encore plus importants que ce que j'ai eu. Et vous avez tout à fait raison. Maintenant, les causes vont être différentes par rapport à la surcharge. Peut-être les mêmes causes par rapport à certaines choses, à la pression des décisions, etc., des responsabilités. Mais en ce qui concerne, je pense, le management toxique, peut-être que ça aurait même augmenté le chiffre. En ce qui concerne la surcharge, probablement. Et surtout, un chiffre dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a 71% aussi de la population que j'ai interrogée, on dit n'avoir reçu aucun soutien de leur hiérarchie pour leur santé. Aucun soutien. Donc j'imagine que si on l'avait fait, 71%, ont déclaré n'avoir eu aucun soutien de leur hiérarchie. Alors que 95% estiment que c'est une priorité en entreprise. Donc les chiffres sont assez paradoxaux. Et donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je n'ai eu accès qu'à cette population. Je n'ai pas eu accès à la population des cols bleus, mais ça serait intéressant aussi de la faire et peut-être de changer les questions, de reformuler les questions de mon sondage. En tous les cas, merci d'avoir interpellé sur ce sujet. Merci à vous aussi pour les explications. Juste un dernier mot pour M. Serhani. Tout à l'heure, pour son expression et son adage Kazaoui Fassi, c'est-à-dire المحبة دايما المحبة ثابتة والصوا بيكون والفاس كيقولوا العداوة ثابتة والصوا بيكون. Donc c'est deux dictons antagonistes entre les fascis de Casa et les fascis de Fès. Non, alors écoute. Vous savez qu'il y a un antagonisme, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça se manifeste au niveau du MAS et du WAC. Les fascis du WAC. Ils sont toujours en problème avec les fascis du MAS. Mais ces deux adages, on peut les rassembler. Mais c'est vrai que cette population supporte moins d'autres clubs phares de Casablanca. Mais ça, c'est en effet un autre débat. Oui. Donc il y a un adage marocain, c'est-à-dire 100% marocain, qui dit et qui regroupe les deux adages, c'est-à-dire l'a'takaté. Ça, c'est le résumé des deux adages, vous comprenez? Alors, je voudrais te dire que c'est Abdelrahim parce que ça m'avait marqué les proverbes que j'ai donnés. Pourquoi?
c'était une situation que j'avais vécue j'étais encore jeune et avec mes parents. Et quelqu'un avait dit à mes parents, là, Sid, Diana. Et c'est là où mes parents n'ont rien dit. À la maison, ils m'ont dit, écoute, Aouldi, Blacks, ملي كيكون شي واحد ديالك وخاك وصاحبك وصاحبتك ولا اختك ولا عمتك ولا اللي بغي يكون وعندك المحبه والصاره معاه فين ما غتوصل خاصك تحترمه اكثر فاكثر باسكو هذيك المحبه هذيك المحبه ما خصهاش تزول داك الصواب اللي كيبقى وسا سي تري تري امبورطون et j'avais une tante de Fès qui m'avait dit non العداوه ثابته صواب قلت لها non c'est des choses qu'on ne dit pas راه المحبه ثابته وصواب سي بوكو بلوس اسمى اكثر من ذلك واش فهمتيني هذيك العداوه ثابته وصواب يكون سي بوكو بلوس et ça c'est un diplomate qui me l'avait dit ça s'appelle la diplomatie alors voilà un diplomate marocain qui m'avait dit oui سي سرحاني mais العداوه ثابته وصواب يكون ça tu devrais l'appliquer au niveau de la diplomatie entre états قلت له الله يخليك خليني مع لي سيتويان ديالنا الله يجعلك بركه merci سيدي عبد الرحيم en tout cas monsieur Serhani donc moi je suis fier des Fassis de Casablanca parce que c'est eux qui ont en fait, le problème de ce type de sentence, c'est que c'est nous qui vous remercions, Si Abdelrahim. C'est toujours du plaisir, de la joie d'échanger. Le problème de cette sentence, c'est qu'elle va indisposer ou mécontenter nécessairement une partie de ceux qui nous écoutent. Alors, il est 11h22. Et on va se retrouver après la respiration musicale qu'on a un peu décalée à nouveau. Et bien entendu, ceux qui souhaitent prendre la parole, nous serons toujours à l'écoute. Et pour peu que vous nous appeliez au 05 22 95 36 70 ou 80 et ce jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. On pensait parler du burn-out et il y a des chemins de traverse. Bon, l'auditeur Si Abdelrahim nous a mené. Bon, il y a eu quelques appels. Bon, on parlait d'autres choses. On va essayer de revenir à notre sujet du jour. Alors, je disais, l'entreprise s'intéresse au burn-out parce qu'il y a des chiffres. L'OMS signale qu'il y a des pertes en point de PIB de ce que coûte le stress au travail. Bon, le stress, c'est un des éléments. Ça coûte à l'entreprise que d'avoir effectivement des personnes qui sont plus ternes, plus fatiguées, qui ont moins d'allant, qui sont moins performants. Mais les signes avant-coureurs, quand on est sur ce chemin-là, il y a des signes qu'on prend grand soin à ne pas voir. Quand on est dans le mal-être. Et ça peut aboutir au burn-out dans l'entreprise. Il y a des signes avant-coureurs et effectivement, on déploie beaucoup d'énergie à être dans le déni quelquefois. Et si on n'a pas le courage de voir qu'on peut, avec l'aide ou d'amis ou de professionnels, avoir du recul sur sa situation, eh bien, bon courage. Alors, quels sont ces signes avant-coureurs pour que, effectivement, ceux qui vont se retrouver par nécessité puissent aussi entreprendre un chemin peut-être de guérison ? Déjà, comme j'ai dit, le premier signe, c'est toujours le sommeil, la qualité du sommeil. Alors, comment bien dormir ? C'est pas dormir mes 7 ou mes 8 heures. Bien dormir, qu'est-ce que veut dire ? J'ai eu un bon sommeil récupérateur avec mes 25% de sommeil profond, et mon sommeil REM et mon sommeil léger. Mmh. Tout simplement, comment je me réveille le matin ? Est-ce que je me réveille avec la pêche, la banane, avec l'envie de vivre ? Avec Alors bien sûr, on peut avoir des jours où parce que j'ai mangé trop tard ou parce que hier j'ai fait un peu... je suis fatiguée ou peu importe. Mais les signes avant-coureurs, c'est quand c'est permanent, quand c'est chronique, c'est l'habitude que je me réveille tous les jours fatiguée, en devant prendre un café à jeun. Moi, je dis et je le redis, il n'y a rien de pire qu'un café à jeun. Ah oui, c'est l'habitude. Je suis désolée, je vais le dire. C'est la régie, elle est en train de protester. Il n'y a que ça, il n'y a que des gens qui prennent des cafés à jeun. Non, non, je suis désolée. Si vous voulez prendre votre café, prenez-le à partir de 10h ou de 11h. Le matin, prenez de l'eau chaude déjà pour réveiller votre système digestif ou une tisane, gingembre citron, smita, Louisa, libre, ce que vous voulez, ok, et ensuite mangez quelque chose, tapissez le tissu de votre estomac
Et après, le meilleur café, il est à 10h et à 11h. Dieu t'entende, parce que si mon corps te parlait, ma chère Dina, et ce qu'il bouffe de bon matin quand je me réveille, c'est la calamité. Je pense, on a un collègue qui a grandement besoin de conseils nutritionnels. C'est Karim Droné, 11h30. On va l'écouter pour le flash d'information, son dernier flash qu'il nous présente aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre émission jusqu'à midi. Et si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. On reprend le fil conducteur de notre émission, même si il est un peu difficile de tenir une ligne droite ce matin, tant les sujets sont interliés. Alors, nous parlions effectivement du burn-out, des signes avant-coureurs, mais bien entendu, la réponse était loin d'être exhaustive, et de ce point de vue, il faut avoir la lucidité de faire le constat de sa propre situation. Sinon, il faut avoir ou des connaissances ou dans son entourage des personnes qui sont sensibles à ce qui nous arrive et qui peuvent nous réveiller. Alors, quels sont les éléments qu'on peut observer quand quelqu'un commence à prendre une pente? On sent que sa vitalité décline et qu'il peut le mener tout droit au terme de ce chemin, effectivement, tout droit vers le burn-out. Il y a deux chemins selon notre personnalité. Ben oui, on ne va pas vivre le burn-out tous de la même façon et nous n'allons pas vivre le stress de la même façon. Okay, il y a énormément de paramètres. Le premier paramètre, c'est notre constitution physique, physiologique et notre personnalité. Mm-hmm. Alors, il y a certaines personnes, on va les voir très agitées. Une des causes du burn-out, une des causes de ce stress que nous vivons, c'est d'être constamment connectés. Est-ce que vous savez que votre système nerveux est en état d'alerte permanent parce que nous sommes constamment connectés au téléphone et au soi-disant ce qui va nous faciliter la vie, et tout ce qui, l'ordinateur, le téléphone, etc., plus les réseaux sociaux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On perd notre concentration, notre focus, et puis on est en état d'alerte permanente, ce qui veut dire qu'on attend que quelque chose arrive. On est dans l'attente, qu'est-ce qui va arriver? Alors que ça, c'est un état de stress. Quand c'est notre mode de vie malheureusement actuel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il faut 48 à 72 heures pour que le système nerveux redevienne en mode parasympathique normal. Ok? Alors moi, je suis désolée, je suis obligée d'interpeller quelque chose que j'ai vu partout au Maroc en ce moment, cette affiche énorme. Alors, je ne sais pas de quelle société de télécom, je ne vais pas dire le nom, mais celle qui fait la pub en disant scroller, scroller, scroller. Elle est grande, elle est bleue, et c'est une gamine de 14 ans ou 15 ans en train de scroller. Et donc, voilà, abonnez-vous à cette... Non, on est en train de déglinguer nos enfants. On le sait aujourd'hui que le fait d'être trop connecté, ça épuise le système nerveux et nous perdons énormément de nos capacités mentales. Oui, ben c'est une des causes qui va engendrer la surcharge. Donc il n'y a pas que le travail. Bon, moi, je connais des personnes, effectivement, je vais citer toujours ce même exemple dans le secteur bancaire. 1 heure de travail sur les 8 heures de présence. 1 heure de travail pour effectuer toutes ses missions, toutes ses tâches, tout ce qu'on lui demande. 1 heure sur les 8. Et le reste du temps, il y avait de la bonhomie chez cette personne, donc elle discute, elle rigole, etc. Mais le reste du temps, c'est le téléphone. Et donc, si on prend ce critère comme signe avant-coureur, on est mal parti, parce que pour peu qu'on promène son regard, tout le monde, effectivement, a le nez sur son téléphone portable. Et va avoir... Oui. Dina El-Helou ? Et va avoir un problème au niveau des cervicales. Ça, c'est entre guillemets. Pour revenir donc le fait d'être constamment connecté. Aujourd'hui, le luxe, je viens de voir dans Forbes Magazine... C'est de pouvoir rêvasser. Non seulement, c'est le silence. Moi, j'organise des retraites de silence, de ce qu'on appelle des digital detox, où les gens me donnent leur téléphone le mercredi soir, ils le récupèrent dimanche. Et je vais vous dire, ce sont d'autres personnes. On confisque. On ne confisque pas, c'est un choix. On ne vient pas parce qu'on n'a pas envie de venir. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on connaît l'impact d'avoir des moments de détox digital sur le système nerveux. Le système nerveux n'est pas fait pour être en mode fight and flight, c'est-à-dire en mode de stress permanent, comme si on était à l'époque de nos ancêtres. On
c'est-à-dire quand nos ancêtres allaient pour chasser, ils se retrouvaient en face d'un lion et ils étaient tout de suite en mode fight and flight. Mais là, on l'est tout le temps. Oui, bon, à la rigueur, on l'est même à Casa quand on est en train de conduire. Voilà. On va encore se... Oui, bon. Alors, si on fait la compétition avec les villes, bon, on est mal parti. Il y a un auditeur qui nous a contacté, mais c'est vrai, mais au moins ils avaient l'excuse parce que le danger était réel. Mais sentir que en prenant la parole, je suis en danger, en buvant mon café, en faisant tout et n'importe quoi, je suis en danger. Non, je dis danger. Non, c'est pas ça. Je dis danger par rapport à quand on est en état de stress permanent. Ok, mais les petits ceux-là comme ça, on se met soi-même en état de vigilance. Oui, on peut pas être hyper vigilant tout le temps. Oui. C'est pas normal. Oui. Sauf quand c'est son travail, et quand c'est la régie ou quand on est sauveteur. Mais c'est loin d'être le cas général. Si Adil est avec nous au bout du fil, on m'indique que vous nous contactez ce matin de Casablanca. Bonjour à vous, si Adil. Bonjour à Moulay, je suis Adil, donc je suis à la banque de Casablanca. Oui. Une banque de la place. Mm-hmm. Donc je me suis connecté là, donc j'ai monté en voiture, j'ai vu avec le sujet, ça concerne le stress permanent. Donc, je voulais juste parler par rapport à mon expérience au niveau de la banque. Oui. On vous écoute. Oui, bien sûr. Alors, mais la théorie de la zone de confort, et on est en chute libre. C'est-à-dire, pour les responsables, entre parenthèses, il faut stresser les gens pour sortir de la zone de confort. Tellement que dans une réunion, un responsable a osé dire, certains subordonnés, il faut stresser ces gens-là. Il faut les stresser. Elle a lâché le mot. C'est une bonne chose. Parce qu'elle est ce qu'il pensait. Mais le fait de stresser, elle m'a dit que c'est positif. Elle a de plus de négativité que positif. Il y a un dirigeant d'entreprise qui m'a dit sans stress, je n'ai rien accompli de ma vie de glorieux. Donc c'est pour vous dire. Donc, il y a le bon stress, excusez-moi. Oui. Mais certains ne carburent qu'au stress. Continuez, c'est à dire. Je suis d'accord. Mais quand j'ai des subordonnés, je dois faire la différence des choses. Est-ce que cette personne, il faut le stresser pour le sortir de la zone de confort ou il faut le motiver? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a des gens qui font des bons chiffres et on les stresse et ils chutent, et ils craquent. À valeur d'aujourd'hui, dans le secteur bancaire, nous avons beaucoup de démissions, nous avons beaucoup d'AVC, nous avons beaucoup de tournements, nous avons beaucoup de corruption. Ça, c'est des signes. Ça veut dire que les gens ils sont trop stressés. Ça, c'est des signes. Faire très attention. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est Adil, merci beaucoup parce que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mon sondage a été fait. Il y a eu énormément de gens du secteur bancaire et du secteur de la finance qui ont répondu à mon sondage. Et donc, aux questions de mon sondage, à peu près, je crois, peut-être 30 ou 40%, je pense. Et ce que vous dites est très important. D'où... Un psychologue me l'a dit. Psychologue dit, monsieur Adil, qu'est-ce qui se passe dans les banques? J'ai beaucoup de gens qui jouent MD. Qu'est-ce qui se passe? Les banques ils sont stressés, ils ne se pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça pour rejoindre l'idée que le stress, c'est bien, mais faire très attention. Mais d'où l'important... Vous avez raison. Oui. Des produits de dégâts. Vous avez d'abord tout à fait raison et merci d'amener ce sujet sur la table. Mais d'où l'importance de former les dirigeants, les managers, les RH à savoir non seulement détecter, mais savoir comment accompagner les profils de leurs subordonnés. Parce que comme vous venez de dire, il y a des profils qu'il faut motiver d'une certaine manière, il y en a d'autres qu'il faut faire sortir de leur zone de confort, comme vous dites. Mais moi, je voudrais revenir à cette notion de zone de confort dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on devient, quand vous m'avez dit, je vous ai dit, il y a deux sortes de gens, deux sortes de personnes qui vont répondre différemment au burn-out. Nous avons les gens qui vont devenir apathiques. C'est-à-dire qu'ils vont complètement lâcher, ils vont devenir lourds, pas d'énergie. Et donc ils rentrent dans une zone de confort peut-être négative, mais ils n'ont plus. Voilà, ils sont apathiques. Et puis nous avons ceux qui sont super agités. Donc ça dépend de la personnalité. C'est important de former les managers et les RH justement à détecter les différents profils qu'ils ont devant eux pour pouvoir les accompagner de manière personnalisée. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Justement, dans mon entourage, pour vous dire, je parle de l'expérience personnelle. Et il y a beaucoup de bons éléments que je connais, qui sont des cadres de la banque, et ils me disent, Adil, je n'en peux plus. Pourquoi?
tu dis quoi que je fasse, ils sont jamais contents. Quoi que je fasse. J'ai des bons chiffres, ils sont jamais contents. Il faut faire plus. Mais à un moment donné, le monsieur il lâche. Et je connais des bons profils qui ont lâché. Des preuves qui sont lâchées, qui ont lâché vraiment. Mais oui, c'est. Parce que un responsable, par défaut, ne doit pas être content. Mais non, un responsable doit te motiver. Effectivement, dans certaines entreprises, on prend grand soin de ne jamais montrer de la satisfaction vis-à-vis du travail accompli. Donc ça, c'est culturel. Encore. Oui. À valeur d'aujourd'hui, on recrute des responsables qui sont jamais contents et qui ont leur manière de stresser les gens. Oui, qui considèrent que c'est leur travail que d'avoir, de faire une certaine tête. À valeur d'aujourd'hui, les banques, pour faire carrière au niveau des banques, pour avoir des postes de responsabilité, il faut être quelqu'un qui sait stresser vraiment les gens, qui est inhumain, je vous le dis, et qui a sa manière magique de faire travailler les gens malgré eux. Je vous dis. Ali Salhani qui est un recruteur qui peut nous renseigner parce que j'imagine il y a beaucoup de banques de la place, mais c'est une réputation qui n'est pas totalement usurpée. Si Adil pour discuter et pour en connaître surtout. Alors Ali Salhani. Alors, tout d'abord, merci Adil, je vous remercie du fond du cœur. J'aime bien que quelqu'un nous appelle et dise... Il parle vrai, mais également, je suis dans le domaine bancaire, je m'appelle Adil, il y a 36 millions de Adil, donc il n'y a pas de problème, on ne va pas savoir qui c'est, mais au moins, c'est en direct, il t'appelle, il te donne un point de vue, et je trouve que c'est fantastique, et je vous remercie. Alors, il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier. Alors, quelqu'un qui est super agité, et à qui l'on demande de stresser les gens, déjà, lui, il est malade. Il faut qu'il voie un psychologue ou un psychothérapeute ou je ne sais quoi d'autre. Déjà, c'est ça le problème. Ça, on le vit souvent, surtout avec la crise c'est pas qui se profile, qui existe depuis... Après Covid, c'est vrai qu'on a constaté cela au niveau des entreprises. Les gens sont devenus beaucoup plus stressés, surtout les managers qui forcent les équipes à faire un travail extraordinaire, entre guillemets, etc., etc., etc. Bon, alors il y a une chose importante. Tout à l'heure, Dina a parlé d'une chose, parfois, quand quelqu'un trouve une personne sur qui il va s'acharner, c'est que cette personne n'a pas mis de limite. Et je peux vous le promettre, aussi bien le col blanc ou le col bleu. Non. Moi, j'avais un gardien gardien d'une compagnie, gardien, agent de sécurité qui avait imposé les limites à tout le monde, du big boss jusqu'au dernier. C'était quelqu'un qui se faisait respecter. Peut-être que, comme disait tout à l'heure Dina, c'est des gens qui ont peur de perdre leur travail, qui sont, ils ont 36 000 choses qui tournent, qui alors, zone de confort, je ne cesse de le dire aux gens, il n'y a pas de zone de confort. Je le dis souvent, votre chaîne, il faut toujours être en veille, toujours se dire demain on risque de me... Excusez le terme, je vais le dire comme ça, de foutre à la porte. Demain, on risque de me ramener à un malade mental, comme ceux dont vous nous avez parlé, des futurs managers. Surtout des managers qui de manière très mauvaise les manuels de management ou qui chauffent YouTube, tu vois, ou là qui chauffent la manière de gérer de monsieur Mark Zuckerberg ou Elon Musk qui pour pouvoir réussir. Ça, c'est un malaise que nous vivons. Vous avez utilisé le terme qui est bon. Il faut les traiter ou les motiver. Je te rejoins, ma chère Dina. Oui, la motivation. Et la motivation. Et là, je vais clore avec cela et je ne vais pas être d'accord avec... Dina n'est pas d'accord avec moi. C'est Adil, pour moi, le stress est un stress. Maquiche le stress positif ou maquiche le stress négatif. Parce que même avec le stress positif qui te mène à faire des choses extraordinaires et dont on qualifie de stress positif. Je dis ça en l'air. Je dis ça en... Vas-y. On parle de son vécu. Ce que je voulais te dire, Adina, ce stress positif laisse des séquelles quand même. On dit stress positif, mais ça reste un stress. Et c'est des séquelles que tu ne vois pas. Effectivement, tu as atteint ton objectif, c'était bien, c'était de l'adrénaline, comme on dit, on va faire ceci, on va faire cela, on est des winners. Tu vois les gens comment ils parlent. Et parfois, tu remarques qu'il y a des séquelles quand même, parce qu'un stress reste un stress. Je le dis comme ça pour que tu puisses nous éclairer et éclairer les gens qui nous écoutent. Et merci. Alors, c'est pas de ce stress positif dont je parle. Je parle d'un stress positif, vous savez, parce qu'on doit sécréter du cortisol. C'est naturel. Très bien. Mais il y a un minimum, il y a un certain degré
de sécrétion de ce cortisol. C'est quand on dépasse ce degré que ça devient un stress négatif. Quand on est dans la normalité, et ça on peut le voir aujourd'hui, on fait des tests de salive pour voir justement son niveau de cortisol, et on le fait sur une durée déterminée, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la médecine prédictive. Okay, moi, j'appelle les 4 P de la médecine. C'est la médecine prédictive, la médecine préventive, la médecine personnalisée et la médecine participative. C'est-à-dire, tu es l'acteur principal de ta santé. Okay, c'est les 4 P de la santé. Je dis médecine, mais c'est les 4 P de la santé. Okay, donc, et donc, ça fait partie. On connaît aujourd'hui, nous avons, grâce à énormément d'avancées dans ce domaine, nous avons la possibilité de voir, par exemple, que toi, par exemple, tu vas avoir tel risque ou tel risque, et que si tu sécrètes au-delà d'un certain niveau de cortisol, ben, tu tombes dans ces risques-là. Mais le stress, je vais vous donner un exemple de stress positif. Okay, par exemple, quelqu'un qui va être nerveux avant de parler en public ou à l'oral, okay, mais juste pendant un petit moment. Okay, avec le côté où tu as un peu les mains moites. Ça veut dire que ça compte un peu. Voilà, le trac. Voilà. C'est pas une situation, c'est pas une situation permanente. Voilà. Un stress positif, c'est pas un stress permanent. Un stress négatif est un stress permanent. Très bien. Merci beaucoup. Alors, oui, et ça, oui, je voulais dire une chose importante. Et tu l'avais dit tout à l'heure, et j'aimerais bien que Dina puisse nous éclairer. Les gens qui souffrent du burn-out, etc., est-ce que ceci n'est pas dû, ma chère Dina, que nous sommes dans une société du non-dit, dans une société... merci, tu l'as dit, et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, parfois, et corrige-moi si je me trompe, parfois, il faut arrêter avec les tradis. On a peur de dévoiler des faiblesses. Et oui, on va sentir. Mais je ne parle pas de toi. Mais c'est vrai qu'il y a ce paramètre-là qu'on a peur de se découvrir. Il y a aussi de se découvrir. Il n'y a pas que de me montrer à autrui. Il y a aussi, j'ai peur de voir qu'est-ce que je vais voir en moi. Et c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que quand j'ai lancé ce sondage, je l'ai lancé à travers différents réseaux, parce que je fais partie de pas mal d'associations, etc. J'ai reçu l'appel d'une personne qui m'a dit « Ah, Dina, tu parles de ce sujet, c'est tellement important, vas-y, c'est formidable. Tu sais que nous, c'est un sujet dont on ne peut pas parler avec nos RH. » Donc, il y a la culture du tabou. Nous sommes dans une société de tabou. Il y a énormément de sujets qui sont tabous. Et le burn-out. Et pour moi, j'ai envie de sensibiliser les gens. Et c'est ma mission. C'est une partie de ma mission, c'est de dire ce n'est pas une fragilité que d'être dans le pré-burn-out ou dans le burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'on estime qu'il y a cette fragilité ? C'est très simple, c'est que j'ai un petit bout de l'histoire et je vais entre guillemets me faire toute une idée. Et je vais très rapidement, quand on sent qu'on est dans un environnement hostile, je vais prendre un bout d'élément de la vie de quelqu'un. Effectivement, ça va devenir une rumeur, ça va devenir un aspect négatif que je vais relever à son endroit, parce que je vais avoir le sentiment d'être plus en sécurité en dénigrant les autres. Je vais me surestimer, je vais avoir un sentiment de pouvoir en disant du mal des autres. Et dans les conversations depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, l'essentiel, 80% des échanges entre les humains, les êtres humains, c'est de la médisance. C'est du jugement qu'on porte sur autrui. Mais rarement, c'est du jugement positif qu'on porte sur autrui. Souvent, ce sont des petits bouts de l'histoire qui vont nous permettre d'avoir une image, entre guillemets, sécurisante de soi-même. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu un tabou, d'une certaine façon, de se découvrir. Donc, on ne dit rien. On ne montre rien. On a peur de montrer quoi que ce soit de sa propre vie. C'est aussi simple que ça. D'où les commentaires de Ali Selhani dans le monde du travail. On n'est pas en famille, ce ne sont pas vos parents, etc. C'est comme cela que je l'entends le plus souvent. Dina El-Helou. D'abord, quand on est dans le jugement d'autrui, c'est nous qu'on juge en premier. Ne vous cassez pas la tête. Dès que je vais critiquer quelqu'un, je critique une facette de moi. Parce que moi, en tant qu'être humain, je suis un être humain, j'ai toutes les facettes de l'humanité. Je les ai toutes.
parce que je suis venue dans cette vie pour expérimenter toute la panoplie des émotions. Je suis humain. Il n'y a pas un humain qui peut venir, moi non, moi je ne suis pas jaloux, je n'ai jamais éprouvé de la jalousie. Ce n'est pas vrai, tu l'as éprouvé, mais tu te le nies à toi-même parce que tu ne veux pas te voir sous cette image. Donc l'intégration de ce paradoxe, de nos parties sombres, on va dire, ça demande du travail, ça demande une certaine connaissance de soi, une certaine conscience de soi. Et pour revenir à ce que tu as dit, le tabou, c'est un problème culturel chez nous. Qui n'est pas près de s'effacer. Non. Non, ce qui est tabou, ce sont les retards avec la régie. Mais c'est bon, et comme j'ai enjambé la respiration musicale, comme je l'ai enjambé, alors je vais essayer d'être tatillon. Je vois effectivement la relève qui se prépare. 11h55. Non, la relève qui se prépare. Alice Elhani. Non, mais je disais parce que là, quand c'est tabou, on a envie de savoir. Quand c'est tabou, on a envie de savoir. Dans cette étude, quand je lis très rapidement, l'importance des conseils et routines de gestion du stress. 92% qui disent c'est très important. Importance de la prévention du burn-out. 83% qui disent c'est très important. Bon, on considère que c'est très important parce qu'on se dit, j'aurais honte d'en parler. Parce qu'on est démunis. Ben oui, mais on est démunis, d'autant plus qu'on peut difficilement en parler. Et donc il y a une co-responsabilité. Il y a une responsabilité des gens qui travaillent et une responsabilité du management de créer justement une culture autour de... le mot de la fin, Alice Elhani, qui aime toujours à débattre. Dina, parce que quand j'ai lu les articles qui sont parus concernant ce sondage, j'avais posé une question à un ami. Et bon, j'ai découvert une facette chez ce bonhomme, et quand on a parlé de burn-out, qu'est-ce qu'il me dit? Écoute, c'est Ali, en marocain. معني مزيان. هادشي اللي كتقول انت انا كنديرو في l'entreprise مع هادوك دون j'ai besoin. اما هادوك les bras cassés اللي عندي يجيو ماشي le burn-out. Et je lui ai dit, mon petit Coco, je crois que tu devais faire autre chose que chef d'entreprise. Et je ne sais pas comment ton entreprise, elle arrive à fonctionner. Déjà, le fait d'avoir scindé les deux, ça pose problème. Ah bah, scindé, divisé. Bon, déjà lui, on peut déjà Darso Rotrib. Pour ne rien vous cacher. Ce sera notre mot de conclusion. Ce sera notre mot de conclusion pour cette émission. La conclusion... Oui. Ah oui, tu en as d'autres? Non. Honnêtement, Dina, c'est pour être honnête avec toi, Lionel, c'est le reflet de la relation à soi. Que les auditrices et les auditeurs méditent bien ces termes. العلاقة اللي عندك بالذات ديالتك. احترم نفسك يحترمك الغير. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une organisation, vous êtes ni avec papa, ni avec maman, ni avec votre femme que vous aimez, ou je ne sais pas, ou avec vos enfants. Faites très attention. La relation, le reflet de la relation à soi. C'est-à-dire, si vous vous respectez vous-même, si je disjoncte, arrête-moi. Non, tu disjonctes pas seulement, c'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend. Non, ça s'apprend. Poser ses limites, ça s'apprend et c'est loin d'être facile. C'est facile. Mais la vie serait tellement ennuyeuse si on savait tout des... On a 3 minutes. S'il te plaît. On n'a pas 3 minutes. C'est fini. Vas-y. Une minute, s'il te plaît. J'attends Badem. S'il dit OK, je réponds. Mais parce que je peux pas lui dire non, mais il abuse de ma gentillesse, Alice Elhani. Mais ce sont les collègues qui subissent. Alors, Dina El-Hello. C'est juste travailler sur soi et se faire accompagner pour savoir poser les limites. C'est tout. Merci beaucoup. Et on va reprogrammer parce que on a mis un peu de pression à Dina El-Hello alors que c'est la première fois qu'elle nous visite. Mais c'était formidable. Pardon, mon cher Badr, c'était formidable. Non mais moi je vais essayer de ne pas abuser de la gentillesse des collègues. Alors Kamal Rsal va reprendre le relais et on va se retrouver pour d'autres émissions des experts. À partir de demain, c'est toujours de 10h à midi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.